Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde sans transition en direct du festival Quai du Départ en partenariat avec Actes Sud. Comme vient de me présenter mon collègue, je suis Julien Deséchos, journaliste pour le magazine, la revue régionale engagée du local au global. Alors la question, vous l'avez bien comprise, grand chantier écologique, la fin des petits pas, point d'interrogation. Alors juste un chiffre pour commencer à dialoguer aussi avec mes invités. Plus 4 à plus 7 degrés de hausse moyenne d'ici la fin du siècle si nous ne réduisons pas nos gaz à effet de serre. Je pense que là, ça peut faire peur. Et maintenant, comment on peut agir pour essayer de contenir, de s'adapter, que sais-je, en tout cas, de prendre ces informations en compte pour créer du changement, des solutions. Alors, cette urgence climatique, comme la qualifie Jean Jouzel, qui est à l'initiative du pacte finance-climat dont on va parler tout à l'heure, qui a été vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, qui annonce ces scénarios catastrophes. Ce n'est pas quelques écolos huluberlus, c'est une centaine de scientifiques à travers la planète, comme vous le savez bien maintenant. Des postes de gaz à effet de serre qui s'articulent autour de secteurs clés, historiquement régaliens, comme les transports, l'agriculture, le bâtiment. C'est l'énergie tous azimuts, finalement, qui va nous manquer. Et il va falloir diviser par 4 au moins nos gaz à effet de serre. Alors, comment allons-nous choisir ces chantiers écologiques à mettre en œuvre face à l'urgence climatique? Car vous l'aurez compris, dans ce contexte, comme le précise Pierre Rabhi, il va falloir agir sur les grands pas, plus que les petits pas. Voilà, on commence déjà à répondre à la question des grands pas, des petits pas. Alors, pour répondre à cette question aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Julien Dossier, ici, en face de moi. Il dirige Quattro Libri, le cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de transition écologique. Il est spécialiste de la ville durable, enseignant à HEC, auteur chez Actes Sud de Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain. À ses côtés, ou en tout cas à mes côtés déjà, Emmanuel Goua, ambassadeur de l'association Négawatt, ingénieur spécialiste des réseaux d'énergie et des politiques territoriales, consultant, formateur, co-auteur de plusieurs ouvrages sur les questions d'énergie et de climat. Merci Emmanuel, merci Julien. Et Alain, last but not least, Alain Nathan est ancien chef d'entreprise dans le domaine de l'énergie, dans les pompes à chaleur. Vous êtes un militant engagé dans les réseaux associatifs locaux. Solidarité, laïcité, on en parlait pour préparer cette émission. Vous animez notamment le collectif du Rhône autour du pacte finance-climat que j'évoquais dans cette introduction. Vous en êtes même le fondateur. Merci à tous les trois. Alors, un premier tour de table. Déjà, petit pas, grand pas. Vous penchez de quel côté? Les deux? Julien? Beaucoup de petits pas, répétés très vite. Surtout qui nous trace une trajectoire, parce que le danger, c'est de se transformer dans ce qu'on appelle en anglais les headless chickens, c'est les poulets dont on coupe la tête, qui continuent de marcher, donc fait en plein de petits pas, mais ça sert à rien. Donc il faut avoir une trajectoire et donc se mettre en mouvement en ayant conscience de l'urgence et de l'ampleur du sujet. Donc c'est surtout des petits pas collectif pour qu'on soit nombreux à synchroniser nos actions. Mon image, c'est plus le mouvement d'un banc de poissons. Imaginez un banc de poissons qui est traversé par un requin climatique. Et ben, ce banc de poissons, il est très efficace pour s'adapter très vite par rapport à une menace. Il s'écarte, il laisse passer le requin climatique et ça marche. Donc on a besoin de cette réactivité, de cette agilité et de cette coordination. Alain Nathan, et de se transformer en banc, passer du poisson au banc. Du poisson au banc. Petits pas, grands pas, les deux? Alors, les petits pas, c'est toujours utile, mais c'est pas parce que on coupe l'eau quand on se brosse les dents que ça va changer le climat sur cette planète. Les petits gestes. Il y a des petits gestes qui sont effectivement utiles. Il y a des grands gestes individuels qui sont utiles, mais il y a surtout les petits et les grands gestes collectifs. Et ça commence tout autour de soi. Ça commence au niveau de sa commune, de son agglomération, de sa région, de sa nation. Du local et après, au global. Pardon ? Local, global. Oui, local et global. Et ensuite, ça passe évidemment par des beaucoup plus grands pas au niveau de l'Europe et de la planète en général. Donc les petits pas, c'est bien. Sans les grands pas, ça ne sert à rien. Ben voilà, c'est clair. Et Emmanuel, petits pas, grands pas, les deux. Pierre Rabhi dit il faut les deux. On a forcément besoin des deux, et on a d'autant plus besoin des deux que les deux se nourrissent.
C'est-à-dire les grands pas amènent une multitude de petits pas, et les multitudes de petits pas engendrent des grands pas. Ce que j'appelle les grands pas, c'est des vraies décisions politiques qui réorientent les stratégies économiques. Et les petits pas, ce sont les démarches individuelles ou individuelles collectives à une échelle territoriale. Alors, on va commencer ces échanges. Alors, si juste un tout petit instant, Julien. On va commencer cet échange sur les 24 chantiers, justement, je vais te donner la parole, qui ont été détaillés dans ton ouvrage Renaissance écologique. 24 chantiers globaux, déjà, pour bien comprendre vers où on va. Donc, quels sont les grands chantiers écologiques de demain, enfin, d'aujourd'hui et de demain? Julien Dossier. Oui, pour rester sur la notion de petit pas, pour moi, je fais une vraie différence entre petit et premier pas. Parce que dans les petits pas, on peut être dans un registre où on répète la même chose et il n'y a pas de lendemain. Pour moi, la différence avec un premier pas, c'est par exemple ce qu'on peut faire avec une craie. Une craie dans une école, le matin, on dessine l'école, la voirie qui mène à l'école. L'après-midi, on a un plan de déplacement où on a localisé les adresses des gamins qui mènent à l'école. Et dans les 500 premiers mètres autour de l'école, on sait organiser des pédibus ou des solutions de mobilité collective qui font qu'on arrive à l'école autrement qu'en voiture. Et c'est un premier pas parce que, évidemment, on ne va pas pouvoir permettre aux gamins de marcher sur 3 km, 12 km, 20 km. Mais l'année prochaine, on aura des vélos, des triporteurs ou autres qui nous permettront de couvrir la distance entre 500 mètres et 3000 mètres. Donc, ce qu'on a fait l'après-midi avec une craie, c'est un premier pas parce qu'un an plus tard, on a le temps d'avoir mûri les solutions qui nous permettent de changer d'échelle. Donc pour moi, il y a ici une notion de vue d'ensemble, où on doit pouvoir se dire, en fait, surtout ne perdons pas l'esprit qu'on doit couvrir tous les chantiers, parce que le risque, ce serait de se satisfaire en disant, c'est bon, moi j'ai un indicateur, je progresse et tout va bien. Ça, c'est important, tous les chantiers pour réduire nos gaz à effet de serre par 4 au moins, dans le temps imparti. Toi, tu parles de 24 chantiers prioritaires. Voilà, oui, alors, avant de rentrer dans le détail des 24 chantiers, pour moi, Grand Pas, c'est un projet de société qui se dessine. C'est une mutation complète d'usage. Et on voit bien que ce n'est pas seulement une question de passer du pétrole, du gaz, du charbon au renouvelable. Ça, c'est une petite partie de l'équation. Souvenons-nous que l'électricité, c'est une petite partie des enjeux d'énergie. Donc, quand on parle de l'offre d'énergie, souvenons-nous qu'avant tout, on doit aussi penser notre demande d'énergie. Et ça, ce n'est pas une question de panneaux solaires. C'est une question de comment on fonctionne au quotidien. Quelles sont les distances qu'on parcourt, comment on se chauffe, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, comment on le cuit, pour combien de personnes, avec quelle gestion de nos déchets, etc. Donc c'est ce qui m'amène à avoir une représentation d'ensemble, pour se dire c'est un projet de société, ce qui va nous embarquer. Et j'explique dans le livre d'où ça vient. C'est une adaptation d'une fresque de la Renaissance, d'où le titre du livre, Renaissance écologique, parce que dès 1338, un autre gouvernement s'était posé la question de sa vulnérabilité par rapport à un péril existentiel. Il pouvait disparaître. Pour se prémunir de ce péril, ce gouvernement, le gouvernement des Neufs à Sienne en 1338, a dit « j'ai besoin de représenter l'alternative, un monde qui s'effondre, un monde qui ne s'effondre pas ». Et voici comment on a procédé. J'ai demandé à un artiste nantais, Johan Bertrandi, de reprendre les composantes de la fresque de la Renaissance du bas, de l'adapter aujourd'hui, parce qu'on est devant ce même péril. Est-ce qu'on va s'effondrer totalement ou pas ? L'effondrement d'un côté, la résilience, la renaissance. Voilà, la renaissance de l'autre. Donc on a cette alternative, cette tension, on sait que ça peut mal se passer, mais on a aussi des exemples qui nous montrent, et c'est l'objet de ce festival, on a des exemples qui nous montrent qu'on peut construire une alternative. Donc, reprenons la sagesse des anciens, c'était un des points qui avait été évoqué d'ailleurs par Rob Hopkins dans la préface du livre. Reprenons la sagesse des anciens pour nous projeter dans un monde qui sera plus robuste, qui sera plus résilient. Et on doit pouvoir ici réunir une quantité de facteurs assez considérable et qui est très difficile à mémoriser. C'est pour ça que le travail par l'image est très vertueux. Il nous aide à nous représenter un récit et donc nous situer. C'est le mot récit qui est important, notamment dans ce que tu viens de dire, parce que comment on partage un récit collectif, comment on le co-construit et comment on arrive à le mettre en musique d'un point de vue global et local. Oui, alors cette notion de récit, je reviens à la notion du banc de poissons. Aucun des poissons n'a lu la stratégie de neutralité carbone de Paris. Et pourtant, ils savent se déplacer en banc par rapport à la menace du requin climatique. Donc il faut qu'on simplifie les éléments qui seront partagés par les petits poissons dans ce banc. Et on doit avoir des outils qu'on va pouvoir distribuer à grande échelle, qui sont à la fois
simple d'accès et en même temps fidèle à la complexité de l'enjeu qu'on veut avoir. Et c'est pour ça qu'un dessin de cette nature-là est utile, parce que on voit qu'il est simple d'accès, c'est une allégorie, c'est des représentations qui ne prête pas à confusion, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on voit une scène en bas à gauche d'un mariage, on comprend que c'est une scène de mariage. Quand on voit une salle d'école, on comprend que c'est une salle d'école. Donc il doit y avoir cette simplicité. Et en même temps, cette représentation en système est complexe, et l'important, c'est d'avoir cette vue d'ensemble. Donc voilà ce qu'on a représenté et que je détaille dans le livre, et qui nous amène à avoir une vision qu'on va pouvoir, je pense, ensemble ici décomposer, parce qu'il y a une méthode. Et là, je pense que c'est la méthode Négawatt qui est intéressante pour nous. Alors, on va venir avec les exemples après. Juste un dernier point ensemble sur ce niveau global, c'est 24 chantiers. Là, on a envie d'en savoir un petit peu plus. De quoi on parle? Il y avait les 12 travaux d'Hercule, il y a les 24 chantiers de Julien Dossier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, concrètement, je fais un petit zoom avant et je reviendrai. Les 24 chantiers, on peut prendre la décomposition. J'ai le PowerPoint. Le PowerPoint, vous connaissez l'application qui permet de faire des diapositives PowerPoint. Et ben, ça, c'est le PowerPoint. Alors, ici, on voit le territoire, tout est lié. Bâtiment, emploi, transport, alimentation. On a 4 doigts. Et ici, en transverse, les ressources, carbone, énergie et biodiversité. Mais ce qui compte, c'est bâtiment, emploi, transport, alimentation. Donc ça, c'est 4 piliers. On voit que c'est très lié sur ces 4 points qui sont les sources clés d'émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle d'un territoire, c'est là où on mesure tout. Donc PowerPoint. Alors ça, c'est les grandes lignes. Mais on a besoin de le décomposer, parce que derrière, on voit bien que quand on parle d'emploi, on parle autant de commerce que d'industrie. Quand on parle de transport, on est aussi bien dans les facteurs d'aménagement du territoire qui expriment la densité, donc du coup les besoins de distance à parcourir, et aussi dans une question d'offre où on va avoir une mutation des équipements, des infrastructures qui vont changer. Pour résumer ici, on voit, quand on peut aussi se projeter dans l'enjeu alimentation, c'est de la fourche à la fourchette. On sait qu'on va devoir changer les conduites des sols. Donc l'alimentation, c'est un grand chantier. C'est un des grands chantiers. Okay. C'est 4 postes à peu près équivalents en pourcentage. Donc l'alimentation, c'est autant la présence de la viande rouge dans notre assiette que la façon dont on fait circuler les tracteurs dans les champs. Et sur toute cette chaîne, avec les étapes de transformation, les techniques de conservation de l'alimentation, est-ce qu'on passe par des chambres froides ou est-ce qu'on fait pousser des tomates sous serre chauffée avec du gaz ou du fioul? Il y a de l'énergie partout. Et rappelons-nous que l'alimentation, ça se mesure en calories, c'est une unité d'énergie. Donc on peut aussi penser, à contrario, que l'alimentation, c'est le levier qui va nous permettre de régénérer les sols, de recréer de la biodiversité, de recréer du vivant. Ça peut partir de là. Ça peut partir de là. C'est un point de départ. Voilà. Mais pour y arriver, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, on va avoir besoin de la former. Donc on va avoir besoin d'éducation. On va avoir besoin de modèles culturels pour aller avec. Donc voilà cette matrice ici qui est derrière nous et qui représente chacune des zones de la fresque allégorique, donc chacune des zones a un sens et on voit qu'elles ont tout un rôle à jouer dans cet ensemble. Alors justement, parmi les autres rôles à jouer, notamment les énergies, je voudrais avec vous, avec toi Emmanuel, peut-être déjà au niveau global qu'on comprenne la solution Négawatt, ce scénario 100% renouvelable qui est proposé pour sortir du nucléaire aussi, en tout cas de la dépendance au nucléaire, et aller vers justement une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre grâce aux ENR. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Négawatt, c'est une association qui a 20 ans. Ça a démarré il y a 20 ans, juste avant 2000. C'est un collectif en fait, de personnes qui se connaissaient pour des raisons professionnelles ou amicales ou les deux, et qui travaillaient tous, de près ou de loin, dans ce qu'on n'appelait pas encore la transition énergétique. Donc dans les énergies renouvelables, dans la maîtrise de l'énergie notamment. Et ils étaient extrêmement frustrés dans leur métier au quotidien de voir qu'il n'y avait aucune capacité collective à se projeter sur un avenir énergétique différent. De se dire, est-ce qu'on ne peut pas se passer du gaz, on ne peut pas se passer du pétrole, on ne peut pas se passer du nucléaire. Et ils avaient l'impression qu'à eux tous, ils détenaient quand même un peu tous un bout de la question. Ils se sont dit, OK, on va prendre le problème à l'envers. Plutôt que de se dire combien de barils de pétrole on importe, combien de kilos d'uranium, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un baril de pétrole. Moi, ça ne m'arrive pas tous les matins. Et l'uranium, encore moins souvent. Et donc, ils se sont dit, finalement, tout ça, c'est une vision productiviste. Et la vraie question, c'est ce que tu as dit, il faut partir des besoins. C'est l'énergie, pourquoi faire? Pourquoi on se sert d'énergie aujourd'hui, en France, et en 2000? Finalement, ça n'a pas beaucoup changé en 2019 par rapport à 2000.
Si on regarde le bilan 2015, sur lequel est basée la dernière version du scénario négawatt, on se rend compte qu'en fait, on utilise de l'énergie pour moitié en France pour se chauffer, pour produire de la chaleur, donc pour chauffer les bâtiments, pour chauffer l'eau chaude, pour cuire les aliments et pour certains process industriels. La moitié. Après, il y en a un tiers, c'est pour se déplacer ou déplacer nos marchandises. Et le reste, c'est ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Donc, ce sont tous les usages qu'on ne peut pas alimenter par autre chose que de l'électricité. Et déjà, quand on a fait ce constat, eh ben, justement, ça remet un peu le nucléaire à sa place. Parce que le nucléaire, c'est un bout de l'électricité spécifique. Donc, c'est en gros un bout d'un quart. C'est moins de 20% de la consommation d'énergie en France, le nucléaire. C'est 17% exactement. D'une année sur l'autre. Au global. Au global, de toute notre consommation d'énergie. Et là, on se dit, ok, donc en fait, l'équation, elle n'est pas si simple que ça. C'est j'ai tant de centrales, ça produit tant, combien il me faut de mètres carrés de panneaux et combien il me faut d'éoliennes. Non, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet d'abord, c'est comment on peut réduire nos besoins en énergie. Et donc, on fait le tri entre le nécessaire et le superflu. Alors, je ne sais pas si on a la diapo du superflu. Et ça, c'est un grand chantier, donc. Voilà. Là, on est sur un grand chantier, Emmanuel. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Et ça c'est le premier gros chantier, c'est la sobriété. Voilà. La sobriété, ça fait peur parce qu'on se dit, la sobriété, c'est le rationnement, c'est pas drôle, quoi. C'est un truc un peu... Non, la sobriété, c'est l'inverse de l'ébriété. L'ébriété, c'est sympa à petite dose. Mais à haute dose, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie, c'est pas super drôle, en fait, la sobriété, l'ébriété à haute dose. Et ben, l'ébriété à haute dose, ça donne ça, d'un point de vue énergétique. On construit un escalator qui nécessite des matières premières, qui va consommer de l'électricité pour aller dans une salle de fitness, pour aller courir sur des machines qui consomment de l'électricité pour qu'on puisse, nous, en dépenser. La course en avant. Là, on marche sur la tête, là, je crois qu'on est tous d'accord. Donc, ça permet quand même de démystifier. C'est-à-dire qu'on a des gisements d'économie d'énergie pour éviter ce genre de gaspillage à l'échelle française et mondiale qui sont importants. Donc, on a bien compris, voilà. La sobriété, les économies d'énergie, un grand chantier. Voilà. Donc, quand on regarde tout ce qu'on peut faire en sobriété, puis ensuite tout ce qu'on peut faire en efficacité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a viré l'escalator, on a quand même gardé la salle de fitness, mais on a peut-être viré certaines machines, mais on a mis de l'éclairage super performant, on a bien isolé le bâtiment pour se chauffer, il consomme très peu d'énergie, etc. Donc ça, c'est de l'efficacité. Et ben, on a divisé par 2 nos besoins en énergie. Ça a l'air simple en t'écoutant, finalement. En fait, tout existe. C'était vrai en 2000 quand ils ont fait la première version des scénarios. Je dis ils parce que j'étais pas là. Je travaillais déjà sur ces sujets, mais j'étais pas encore dans l'association. Toutes les solutions existaient déjà en 2000. Ils les ont mis bout à bout, sans pousser les curseurs vraiment trop fort, parce qu'il faut quand même être raisonnable dans la transition. En se disant ok, on les pousse de façon volontariste, mais pas aberrante. On reste réaliste. Ils sont arrivés à 90%. Au niveau national, de capacité qu'aurait eu ce pays à s'alimenter par des énergies renouvelables. Dans la dernière version, donc qui est la 4e version du scénario, qui est sortie en 2017, on est à 99,3%. Bon, en gros, on a toutes les capacités aujourd'hui pour y arriver. On sait faire. L'ADEME, dans un rapport il y a quelques temps de cela, a reconnu, a dit que c'était tout à fait réaliste. Ça avait posé des problèmes. Je pense que ceux qui ont fait ce rapport se sont fait un peu taper sur les doigts. L'ADEME s'est un peu emparée de ce sujet. L'Agence de développement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est une agence d'État, sous tutelle des ministères de l'énergie notamment et de l'industrie aussi, me semble-t-il. L'ADEME s'est dit on va déjà regarder pour l'électricité, si on sait faire. Donc il y a 4 ou 5 ans, ils ont fait une étude, ils ont démontré que c'était possible. Là, plus récemment, l'année dernière, ils ont dit on va se poser la question sur le gaz. Est-ce qu'on sait faire 100% de gaz renouvelable ? La réponse est oui, c'est possible. Dans les 2 cas, c'est toujours sous réserve qu'on diminue la consommation. À consommation actuelle, ça aussi c'est une bonne nouvelle, à consommation constante, on saurait faire. Constante tout en étant plus nombreux, donc moins, au global, par unité de personne. Oui, mais à la limite, les ordres de grandeur sont tels que ça ne change pas grand-chose. Quand même, la démographie, on voit que c'est un autre des grands chantiers, je pense. Oui, alors c'est moins. On y reviendra avec Julien Dessier après, mais plus on est nombreux, plus on consomme de gaz à effet de serre. Là, ça, c'est mathématique. Oui, mais il y a de tels enjeux sur les consommations unitaires que si on les dit sous 20% de plus, si chacun fait gaffe, ça passe. Là, on parle les projections démographiques, on n'est pas sur 10 à 20%. Moi, je parle à l'échelle nationale. Ah oui, moi, je parlais à l'échelle globale, mondiale. Et là,
On Là, est d'accord, c'est pas plutôt pareil. sur- voilà. Oui, oui. Voilà. Là, c'est vrai que négawatt, désolé, on est vraiment franco-français. On regarde. Voilà. Bon, donc négawatt, la sobriété, l'efficacité, on peut diviser par 2 en claquant des doigts, il faut juste se bouger les fesses, c'est ça ce qu'on a compris. Il faut prendre des décisions, voilà, on verra après lesquelles, elles ne sont pas toutes complètement politiquement correctes, ou en tout cas, nos grands élus, même nos petits d'ailleurs, n'ont pas encore le cerveau complètement calé pour arriver à les prendre. Alors ça, ce sera la deuxième partie de notre table ronde tout à l'heure sur les dimensions politiques. D'ici là, on va poursuivre sur un autre grand chantier. On va les balayer. La finance, voilà, mon ennemi, la finance, souvenez-vous. Depuis, c'est toujours notre ami, enfin, en tout cas pour certains. Et face à ce constat, des citoyens s'engagent pour essayer d'avoir un lobby citoyen, le pacte finance-climat. Alain Nathan, vous en êtes un des représentants ici locaux, avec Jean Jouzel, avec la Roue du Roux. On en a beaucoup entendu parler pendant les dernières élections européennes. Alors c'est quoi le pacte finance-climat? On a mis 1000 milliards pour sauver les banques. Pourquoi on n'en mettrait pas autant pour le climat? C'est ça? Oui, c'est un peu ça. Mais d'abord, la finance, c'est pas un chantier. C'est un sujet qui est totalement transversal à tous les petits chantiers, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Donc, c'est quelque chose qui est incontournable. Ce matin, en rencontrant mon voisin, il me dit, moi, dans ma maison, j'ai froid parce que j'ai une maison qui est très mal isolée et je me chauffe au fioul, ça me coûte un bras. Lorsque on va voir la municipalité de Lyon, on lui dit qu'il faut multiplier les pistes cyclables par 4 et les transports en commun par 2. Ils disent, mais vous n'y pensez pas, on n'a pas les budgets. Et il n'y a pas encore si longtemps, on avait un ministre de la transition écologique qui s'appelait Nicolas Hulot, qui a démissionné. Il s'appelle toujours d'ailleurs. Pardon ? Il s'appelle toujours Nicolas Hulot d'ailleurs. Oui, il s'appelle toujours comme ça, mais il n'est plus ministre. Il disait, moi quand j'ai demandé 7 milliards pour isoler les bâtiments publics, pour faire des économies d'énergie, on m'a dit, il n'y a pas d'argent. Voilà. Et au niveau de l'Europe, jusqu'à présent c'était un sujet tabou, jusqu'à hier après-midi. Pourquoi jusqu'à hier après-midi? Parce que, grande nouvelle, le Parlement européen, pas la Commission, mais le Parlement européen a voté à une très large majorité l'urgence climatique en Europe. Et ça, c'est quand même une grande première. Et ça va certainement permettre un certain nombre d'avancées, ne serait-ce que psychologiques. Donc, le Parlement britannique l'a déjà fait. Oui, même le Parlement français. Et même le Parlement français. Voilà, c'est pas non plus la révolution. Non, c'est pas la révolution, mais si on se réfère à ça, ça permet sans doute des avancées ultérieures. Donc, il y a quand même des moyens de faire, et surtout de l'argent, contrairement à ce qu'on croit, il y en a. Alors, c'est quoi le pacte finance-climat? Alors, le pacte finance-climat, tout d'abord, c'est un mouvement qui a été créé il y a un peu moins de 2 ans maintenant, par Jean Jouzel, qui est l'ancien vice-président du GIEC et, à ce titre, prix Nobel de la paix. Bien prix Nobel de la paix, et non pas de physique ou de chimie, mais de la paix, parce qu'il s'agit bien de la paix mondiale. En tant que climatologue et en tant que glaciologue, c'est à ce titre qu'il a été récompensé. Et Pierre Laroutourou, qui est un économiste bien connu, ils ont lancé cet appel pour dire que la transition écologique est bien possible, à condition de mettre la finance au service du climat. Alors comment on fait concrètement, parce qu'à un moment, tout ça, c'est très bien, on est tous d'accord, je pense. Là. Maintenant, comment on fait? Oui, en gros, on dit à la Banque publique d'investissement, à la Banque européenne, maintenant, c'est fini le charbon? Vous arrêtez de financer, parce que là, toutes les banques, les Amis de la Terre, viennent de sortir un rapport. Il y a plusieurs choses. Elles arrosent le charbon, elles arrosent les énergies fossiles, mais comme jamais. BNP Paribas, très mauvais élève d'ailleurs. Alors, il s'agit de faire un peu évoluer l'Europe, mais non pas de la bouleverser, de la modifier totalement. Il s'agit en fait de faire un nouveau traité sur la transition écologique et la biodiversité, avec un outil qui est un budget, et un deuxième outil qui est une banque. Quel serait son rôle à cette banque? Donc, Pardon ? Cette banque, on l'alimenterait en fonds. Justement, il y a une première chose, cette banque est alimentée par un budget, et ce budget, il serait de 100 milliards par an. 100 milliards par an, qui se décomposent en 3 grandes parties. 40 milliards... 1000 milliards en 10 ans, c'est ça l'objectif? Non, parce que ça, c'est encore autre chose, okay. C'est une autre notion. Donc, les 100 milliards,
Là, c'est un budget qui doit servir à de l'investissement et à des subventions, en fait. Ce ne sont pas des prêts, ce sont des aides. C'est très important, parce que, encore une fois, lorsque il me faut 20 000 ou 30 000 euros pour isoler ma maison si je ne l'ai pas, et si on me dit oui, mais l'Europe va vous aider, on prend déjà en charge la moitié, et le reste, ce sera financé à taux zéro, là, ça change tout. Voilà. Donc, ces 100 milliards servent en partie à ça. Donc concrètement, les banques françaises pourraient s'appuyer dessus en direct avec les citoyens pour compléter l'outil financier qu'on a déjà. Oui, cette banque pour le climat et la biodiversité, ce serait soit une filiale de la Banque européenne d'investissement, soit cette banque elle-même. Apparemment, ça a l'air plus simple. Et cette idée a commencé déjà à infuser, puisque Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, a repris cette idée. Et a repris aussi donc l'idée de la nécessité d'une banque pour le climat. C'était une proposition de nombreux candidats aux élections européennes, d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, on a un peu gagné ce type de bataille d'idées. Mais on est loin encore d'avoir gagné la totalité, parce que cette banque, il faut bien l'alimenter. Comment l'alimenter ? D'une part, par un budget. Et ce budget, 200 milliards par an. Il serait alimenté par une contribution des grosses entreprises. Il ne s'agit pas de reproduire les gilets jaunes en taxant les plus faibles, mais de demander une contribution qui irait de 1 à 5% des bénéfices non réinvestis des grosses entreprises. Et en fonction de quoi ? En fonction de l'évolution de leur bilan carbone. On sait très bien que celles qui font rien payent le plus. Pardon ? L'idée, c'est celles qui font rien paieraient le plus. Exactement. L'établissement d'un bilan carbone est obligatoire en France pour les grandes entreprises depuis 2014, donc c'est très facile. Mais on connaît ceux qui bossent et ceux qui bossent moins, on le sait. Et on sait combien ça pourrait rapporter, on sait qui pourrait les rapporter. Donc on peut simuler combien ça rapporterait. Tout existe, 100 milliards. Voilà, ok. Donc 100 milliards. Au niveau européen, hein. Pas au niveau français, au niveau européen. Et donc ça permettrait déjà de financer avec des aides directes, des très petits projets au niveau individuel, des moyens projets au niveau local ou des projets beaucoup plus importants au niveau national. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est la création monétaire. En 2008, grande crise. Comment on fait ? L'air de rien, on met 1000 milliards sur la table. Du jour au lendemain, Mario Draghi a mis 1000 milliards sur la table. Est-ce qu'on en a entendu parler ? Non. Est-ce que ça a eu des conséquences ? Oui, mais très faibles. Pourquoi ? Parce que ces 1000 milliards ont été répartis aux banques privées. Et d'après les calculs de la Cour des comptes européenne, 91% de ces sommes sont allées à la spéculation. Donc là, c'est un peu 9% seulement. Si pardon ? C'est un peu effrayant. Oui, c'est absolument effrayant. Donc, en tous les cas, l'argent, on sait d'où il vient, on sait comment il a été utilisé. 2014, un petit coup de mou dans l'économie. Mars 2015, allez, on remet 1000 milliards. Et on l'a fait au taux de 80 milliards par mois pendant 2 ans et demi. Bon, même cause, mêmes effets. Nous, ce que l'on propose, c'est que lorsqu'on a recours au quantitative easing, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, faire marcher la planche à billets au niveau de l'Europe, ce quantitative easing est intégralement dirigé via la Banque pour la transition écologique et la diversité, uniquement dirigé vers la transition écologique. Et là, tout d'un coup, c'est une manne gigantesque. Alors effectivement, ça a un certain nombre de conséquences, et on pourra en reparler tout à l'heure, mais l'argent, on sait où il est, on sait comment l'utiliser. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on va réussir ? Vous allez y veiller, et parmi d'autres ONG qui jouent aussi aujourd'hui un rôle de lobby, pour revenir contrer peut-être d'autres lobbies qui, pendant des années, ont pu permettre certains financements. Nous sommes effectivement aussi un lobby citoyen, parce que nous rencontrons beaucoup d'élus. Comme Megawatt d'ailleurs, peut-être, sur l'énergie. Beaucoup d'élus au niveau local, mais aussi au niveau national. Aujourd'hui, on a 310 parlementaires qui nous soutiennent
à l'Assemblée nationale. Non, à l'Assemblée nationale, il n'y en a que 270. Ce n'est pas encore tout à fait la majorité, mais presque. Et ceci de façon tout à fait transpartisane, puisque tous les partis sont concernés, sauf le RN. En tous les cas, cette action de lobby citoyen va donc du local jusqu'à Bruxelles. Et d'autre part, il y a l'éducation populaire que l'on peut faire avec la militance locale. Donc ça, c'est vraiment une action globale. On va revenir sur voilà. le local plus tard. Je voudrais repasser la parole à Julien Dossier sur toujours cette question des grands chantiers transversaux, plus ou moins majeurs. On a parlé de l'alimentation au début de notre échange. Là, on a parlé de l'énergie, on a parlé de la finance. Est-ce que dans l'ouvrage, il y a aussi d'autres chantiers, l'éducation, tu l'évoquais brièvement en préambule, sur lesquels tu souhaites aussi compléter là, pour pouvoir dresser le panorama des 24 chantiers notamment, sur lesquels on va devoir agir donc, sur tous les fronts. Vous l'avez tous dit. Il y avait 2 points sur lesquels je voulais aussi revenir dans ce qui avait été dit précédemment. Je pense que pour situer des ordres de grandeur, quand on parle de 100 milliards par an, il faut se rappeler que le marché mondial des armes, c'est 1800 milliards. Donc ça peut sembler beaucoup, 100 milliards par an. C'est pas tant que ça en fait. Mais si on prélève moins de 10% du commerce mondial des armes, et en Europe on a quand même des gros acteurs qui pèsent sur ce marché, ça fait de l'argent qu'on peut réallouer. Donc on n'est pas en train de saigner l'économie quand on parle de 100 milliards par an. Deuxième point, c'est j'hésite à utiliser le terme lobby pour ce qu'on fait, parce que je pense qu'il faut bien distinguer le sens du mot lobby, qui est au service d'intérêts privés, et qui ne s'applique pas à la mission des ONG qui sont dans la défense de l'intérêt général. Et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus, parce que certains peuvent aussi accuser les ONG d'être des lobbies. Et le font d'ailleurs. Oui, et je pense qu'il faut se défendre de cette assimilation des termes. C'est du lobby d'intérêt général. Moi, j'assume complètement, c'est du lobby d'intérêt général. Parce oui, que finalement, on fait un peu le même métier. Avec pas les mêmes moyens, ça c'est sûr, mais on fait un peu le même métier. La question des moyens, mais je pense que le terme plaidoyer d'intérêt général, je pense qu'il faut qu'on se protège de ce mot de lobby qui est, je pense, assez dangereux dans le risque d'assimilation qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il faut le qualifier. Oui, mais si on peut s'en prémunir, je pense que c'est encore mieux. Et pour revenir à la question, quand on voit ce propos de dire on va créer une banque qui va avoir un capital, qui va l'investir dans des choses nouvelles, l'environnement et la biodiversité, je pense que là on peut se servir de cette image comme une sorte de plan masse de ce à quoi on peut utiliser cet argent, parce qu'on a besoin d'en mettre partout. On a besoin d'en mettre dans des forêts, et dans des forêts de feuillus diversifiés à couvert végétal continu. Pourquoi ? Parce que c'est la condition à laquelle on va pouvoir séquestrer le carbone dans les sols forestiers, qui va être le résultat de la décomposition des feuilles dans la litière sous forme d'humus, et c'est là où on va séquestrer du carbone dans les sols forestiers. Quand on pense séquestration carbone dans les forêts, on pense trop souvent dans le bois qu'on va couper, mais ça c'est une ancienne forêt. Ça ne va pas durer très longtemps en séquestration carbone. Il est impératif qu'on réconcilie la séquestration dans le sol forestier avec la durée d'exploitation de la forêt en visant de transmettre ces forêts sur plusieurs centaines d'années. Et c'est à cette condition-là qu'on va aussi maintenir le couvert végétal qui va produire de l'humus pendant autant de temps et nous permettre de séquestrer le carbone dans des durées longues. La séquestration, c'est un grand chantier en soi ou pas ? C'est évident. Aujourd'hui, si on veut tenir un calendrier de neutralité carbone sans séquestration, il nous reste 8 ans. C'est un peu court. Hein. Donc, donnons-nous un tout petit peu de marge de manœuvre avec de la séquestration. Mais la séquestration, pas n'importe laquelle. Je vous encourage à lire. C'était ma question, forcément, parce qu'aujourd'hui, Total veut séquestrer, excusez-moi l'expression, mais et puis, à tous azimuts aussi. À tous azimuts. Et Air France et EasyJet sont sur le marché. NJ aussi. NJ aussi. Je pense qu'il faut distinguer les propos. Je pense que c'est plus grave quand EasyJet parle de séquestration que quand c'est NJ. Pourquoi ? Pour qu'on comprenne bien. Pardon ? Pour quelle raison ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser autant EasyJet pour aller faire telle ou telle destination ? On a tellement de choses à produire et à faire réellement dans la vraie vie qu'on n'a peut-être pas besoin de passer autant de temps à aller s'allonger sur une plage. Sous prétexte qu'on peut y aller en avion parce qu'il y a une pub à 39 €. Alors, sans vouloir défendre les transports en avion, je suis venu en train d'ailleurs, c'est pas ça le sujet. Mais quand même, si on parle des grands chantiers, les priorités, les gaz à effet de serre des avions, vous savez ?
Oui, alors là, les gaz à effet de serre des avions, je pense que là encore, à l'échelle globale. Non, mais là, il ne faut surtout pas faire une moyenne là-dessus, parce qu'on risque de cacher l'impact réel on risque de cacher l'impact réel de cette pratique. En fait, ma question, c'est en Angleterre, le chiffre, c'est 70% des vols sont assurés par 15% des voyageurs aériens. Donc, et en France, on a 2/3 de la population qui ne prend jamais l'avion. Donc il faut qu'on arrête de faire des moyennes par tête de pipe, parce que ça fait porter l'impact de l'aérien sur des gens qui ne sont pas en avion. Et on a tendance à diluer le poids de l'avion en disant mais regardez, c'est un truc qui ne représente pas grand-chose à l'échelle de la population. En effet, mais la population, elle ne prend pas de manière homogène l'avion. 50% des miles aériens sont effectués par 2% des gens qui prennent l'avion. C'est du délire. Donc on doit reprendre ici une approche où on fait une courbe de Gauss, on voit comment se répartissent les émissions induites par l'aérien, et on voit que c'est une minorité de la population. On doit traiter ça. C'est infernal qu'on se fasse embarquer dans des mesures de soutien à l'extension de l'aéroport et autres, parce que c'est extrêmement lourd en émissions, et au total on parle de plusieurs pourcents, je crois que c'est autour de 5 ou 8%, c'est ça, autour de 5. Mais surtout ça double à horizon 2030 dans les trajectoires actuelles. Oui, comme le numérique aussi. Voilà, et il faut voir toute l'infrastructure qui va avec, parce que si on veut que ça double, ça veut dire qu'on va doubler les flottes d'avions, donc on va produire des matériaux qui vont sortir de hauts fourneaux, on va élargir des pistes, on va créer des aéroports dans des zones qu'on va artificialiser. C'est tout ce qui va avec, en plus, qui n'est pas forcément comptabilisé dans ce secteur-là. Donc, je voudrais revenir sur la séquestration carbone. Oui, on en a besoin parce que dans l'objectif de neutralité carbone, on va réduire massivement, on va faire de l'atténuation. Et j'aime bien utiliser la courbe, l'analogie des pistes de ski pour dire qu'est-ce qui nous arrive. Si on avait commencé en sobriété, dans les années 90, on aurait fait du ski en mode piste verte. Tout gentil, petite courbe. On a attendu un peu, alors on a eu, au début des années 2000, on nous a parlé du Grenelle. Formidable, piste bleue, hein. On y avait mollo. Mais le temps a passé, on a continué de monter. Donc du coup, on part de plus haut, mais on va arriver toujours au point. Donc du coup, la pente, elle commence à se raidir. Donc on a fait la loi de transition énergétique pour la croissance verte, piste rouge, mais on est toujours loin du compte. Donc là, on a parlé de aujourd'hui neutralité carbone. On a le choix entre neutralité carbone avec séquestration, et on est dans la piste noire version Kitzbühel, hein, donc du coup c'est la version de descente, ça va vite. Et puis si on fait sans séquestration, ça ressemble de plus en plus à la piste de kilomètres lancée de Vars. Et je vous encourage à regarder les courbes publiées par Carbon Brief qui sont sorties cette semaine, et on voit que plus on monte, le point d'arrivée reste le même, plus la courbe ressemble à une falaise. Donc là-dessus, la séquestration est importante. Mais je voudrais en dérouler l'histoire. À partir de la séquestration, on peut toucher tout le reste. Parce que si on dit qu'on va séquestrer dans les sols forestiers, ça veut dire que dans l'exploitation des forêts, dans l'entretien, dans l'accompagnement des forêts, on va pas envoyer des machines faire de la déforestation en coupe rase. On va plutôt avoir des hommes et des femmes qui vont connaître les arbres, savoir lesquels on va pouvoir prélever ou pas, et quand on va les prélever, on va plutôt prélever des grands diamètres, et ça veut dire qu'on envoie des bûcherons qui vont aller faire tomber le houppier au pied de l'arbre, puis les branches charpentières sans les casser, puis les grumes. Et ensuite, on va envoyer des chevaux pour aller débarder tout ça, pour éviter de créer des ornières dans les sols, compacter les sols et interrompre le cycle de la séquestration du carbone. Ça veut dire que si on veut envoyer ces gens là-bas, ça veut dire qu'on les forme, ça veut dire qu'on les loge, ça veut dire qu'on les paye, ça veut dire qu'on trouve tout un modèle économique pour aller avec. Et c'est là où on voit qu'on a besoin de raisonner en système. Dans un autre registre, pour moi aussi, c'est une solution de raisonner en système, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, je crois que c'est un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. Bon, c'est un scandale absolu. Et il faut qu'on sorte là encore du terme agribashing. L'agribashing, c'est une invention pour nous dire arrêtez de critiquer. Non, on critique un système agricole délétère. Donc on a compris, il faut remettre en question le système à sa racine. Voilà. Et c'est ça l'enjeu que tu portes. Et une façon d'en sortir, c'est de créer du potentiel. Et pour créer du potentiel, prenons l'exemple de l'agriculture. On va ici créer la biodiversité. Je reviens sur la notion de capital dans la banque qui est évoquée ici pour le pacte finance-climat. Considérons que notre capital, c'est pas des lingots d'or, mais c'est plutôt de la biodiversité. C'est le stock du vivant qui va nous permettre de vivre. Donc là, on va créer ensuite, on va séquestrer du carbone. Pareil, si on donne une
valeur élevée au carbone, plus on en séquestre, plus on crée de la richesse. Donc ça, c'est les deux mamelles pour créer du capital dans notre banque. Derrière, on va créer de la productivité énergétique. Là, c'est le point qui a été développé par Negawatt. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace dans notre capacité de livrer de l'énergie par hectare disponible, parce que sinon, on va manquer de surface. Et après, on va également diversifier les revenus. On a une grande fragilité du système agricole parce que les exploitants sont soumis à des prix mondiaux et qui peuvent fluctuer, et c'est une grande fragilité. Si on arrive à avoir différentes sources d'activité, sources de revenus qui vont ici avoir des revenus pendant l'hiver avec le bois, et là à la fin de l'été avec les céréales, tant mieux. Et ensuite, on va voir qu'on va pouvoir être beaucoup plus intense dans notre production à l'hectare grâce à des techniques d'agroécologie, de permaculture qui vont utiliser les services rendus par la nature. Et pour terminer, le dernier point, c'est qu'on va valoriser des coproduits pour les autres besoins de ce système décarboné. La ville a besoin de résidus... La ville durable, donc. Mais la ville, on a besoin d'isoler les bâtiments, donc il faut de la fibre pour pouvoir produire ces matériaux d'isolation. La ville va continuer de construire, il va falloir du bois pour construire. Donc tout ça, ça va venir de quelque part. Croisons les tirs pour que tous ces besoins en écosystème se nourrissent les uns les autres, qu'on trouve des solutions pour apporter une nouvelle économie dans l'espace rural. Des solutions locales, donc, qui s'ancrent dans les territoires. Exactement. Et on va avoir aussi ce lien entre ville et campagne. On ne peut pas imaginer des solutions pour les villes si on appauvrit les campagnes alentours. Et vice-versa, on a besoin de mobiliser des ressources de la campagne pour répondre aux besoins organiques des villes. Et dans ton ouvrage, justement, tu nous parles des nouvelles formes de transport, notamment pour les villes, mais aussi de la dimension... des solutions pour les territoires ruraux. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de cette ville durable, de ces territoires durables? Concrets. Il y a plein d'exemples. Moi, j'aime bien, dans la région ici, on a un champion du monde qui s'appelle Rémi Janin, qui est installé à Vernan, donc sur la commune de Fourneau. C'est en bordure de N7 en direction de Roanne. Et donc Rémi, c'est le fils d'Isabelle. Isabelle, elle a lancé le festival Polyculture, donc au deux sens du terme, parce qu'elle fait de la polyculture élevage, mais aussi elle fait venir des artistes. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, moi, en tant qu'éleveuse, je crée de la beauté dans mon paysage. Et je crée de la beauté dans mon paysage avec de la diversité de céréales et d'espèces végétales que je cultive pour diversifier l'alimentation de mes bêtes. Et de ce fait, je dessine des bandes dans le paysage. Je deviens une dessinatrice de paysage. Donc, du coup, je peux faire venir des artistes qui vont ouvrir des portes d'entrée là-dessus. Et son fils est un des grands prix du paysage, donc c'est une récompense nationale, Rémi. Et il a notamment montré qu'aux portes de Lyon, un de ses projets de paysage, c'est de faire de l'éco-pâturage avec des moutons, dans le cadre d'activités pédagogiques avec des enfants pour l'entretien des espaces verts des villes. Et ce double exemple local me semble pertinent parce qu'à la fois on invite des urbains à sortir de la ville pour se tourner vers la campagne, mieux la connaître, mieux la fréquenter et y contribuer. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer que demain, des partenaires sportifs pourraient se dire, au lieu de faire un trail au Mont Blanc en mode que le métro à 5 heures, on peut peut-être avoir des nouveaux exploits sportifs qui relient justement la ville et la campagne pour aller à la rencontre des gens qui produisent là-bas. Donc un appel pour sortir de la ville et aller vers la forêt, et d'autre part, avoir une intelligence et des ressources biologiques et écologiques qui vont venir vers la ville pour répondre à des besoins d'éducation, de connaissance du vivant, et puis aussi de protection des sols. C'est parce qu'on a ces bêtes qui vont faire de l'éco-pâturage qu'on se dit, non, je ne vais pas construire là, puisque j'en ai besoin pour mes bêtes, parce que si je n'ai pas mes bêtes, du coup, j'ai un problème avec des ressources à proximité. Et Nicolas Gilsoul a sorti aussi un bouquin très intéressant, comme ça, sur l'appropriation des bêtes. Puis des exemples sur le milieu rural, il y en a quantité, avec Ungersheim, avec Mouansartou, avec Mouansartou, en PACA, près de Nice, qui est une ville qui est particulièrement active, qui agit sur qui crée une régie municipale, évidemment, pour sa cantine, qui est 100% une maison à bio, l'éducation pour l'alimentation durable. Qui également préempte des terrains pour pouvoir installer des agriculteurs systématiquement qui vont nourrir le territoire, etc. etc. C'est le cercle vertueux que tu racontes dans ton ouvrage. Je vais passer également la parole à Emmanuel. Alors, ici en région, il y a beaucoup de chantiers autour des énergies renouvelables pour aller vers ce scénario 100% ENR que vous dessinez chez Negawatt. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples concrets ici? Alors,
la montagne ardéchoise est un des territoires, mais il y en a d'autres, où on met en place du solaire, de l'éolien, du participatif aussi. Et ça rejoint la question du financement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Oui, alors on a la chance en Rhône-Alpes et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une association qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et qui fait partie des pionniers et qui ont vraiment initié beaucoup de choses et qui s'est appuyée aussi sur des collectifs citoyens existants dans le Vercors par exemple, en Ardèche. Dans la Drôme, il y en a vraiment plusieurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 installations solaires photovoltaïques donc, qui produisent de l'électricité. En région en région, je pense qu'elles sont majoritairement sur l'ancienne Rhône-Alpes et qui ont été vraiment portées par des citoyens. Alors, des communes qui s'engagent aujourd'hui. Tu peux nous en citer quelques-unes peut-être ? Quasiment toutes les intercommunalités de Rhône-Alpes sont dans une démarche de territoire énergie positive. Quasiment. Qui produit plus d'énergie qu'elle dans le Rhône, on n'est pas les super bons élèves, mais si on regarde la Savoie, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, bien sûr, ils sont plutôt en avance. Alors, c'est plus facile dans le très rural que dans le périurbain d'être territoire, enfin en tout cas de se mettre sur une trajectoire de territoire à énergie positive. Alors, quels exemples peut-être de projets biomasse, de projets de chaufferie bois ? Est-ce qu'on peut en citer une ou deux qui sont exemplaires ? Il y en a vraiment partout. Le projet que j'aime bien sur l'éolien, c'est dans les monts du Vivarais. Ça a été porté par le fondateur d'une association pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Amorce, qui est une fédération de collectivités. Lui, il était président de la communauté de communes. Et alors, c'était il y a 15 ans maintenant, et il a pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer tous les collectifs locaux pour leur dire, voilà, on a un projet, on envisage de mettre des éoliennes. Et en faisant ça, il a inclus la discussion locale, il a vraiment ancré son projet dans le territoire et il n'y a quasiment pas eu d'opposition sur ce projet-là. Parce qu'il a pu avoir un débat complètement serein et dépassionné avec... Ça, c'est la clé aujourd'hui de l'acceptation sur les territoires de projets d'ENR. Et c'est pour ça... Ce que je disais tout à l'heure sur les petits pas qui amènent les grands et réciproquement, on voit que les collectifs citoyens ont démarré le photovoltaïque. L'association pour laquelle je travaille, parce que moi je suis bénévole à Négawatt, mon employeur il s'appelle Espul, c'est l'espace info-énergie sur le photovoltaïque, entre autres. Il a été créé il y a 25 ans par des militants qui étaient persuadés qu'un jour le photovoltaïque serait le moyen de produire l'électricité le moins cher. Aujourd'hui, ils ont raison. Il y a 25 ans, c'était dingue de penser ça. C'était complètement dingue. Et donc, c'est bien l'associatif qui a poussé le législatif. Et donc, on le voit avec tous ces collectifs citoyens. Maintenant, quand on regarde les chiffres, toutes ces centrales villageoises, c'est comme ça qu'elles s'appellent, c'est une goutte d'eau dans la quantité d'énergie renouvelable qui s'est développée dans le pays. Mais c'est pas grave. Des petits pas. Voilà. Donc, effectivement, on est sur des petits pas, mais qui ont engendré des grands pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit des développeurs privés dans l'éolien et dans le photovoltaïque. Donc, quand ils installent des grands parcs, ils se tournent où ils essayent de trouver des collectifs citoyens pour accompagner, parce qu'ils savent que c'est la clé de l'acceptation des projets. Et effectivement, on voit de plus en plus de plateformes participatives, et là, ça m'amène aussi au financement de tout ça. Forcément, Alain, je vais vous interroger là-dessus. Les plateformes participatives, je vais en citer deux, Enerfi, Plandosphère, qui travaillent avec des grandes entreprises, avec des collectifs, avec... tout un tas d'acteurs. Ça marche de plus en plus, ces plateformes. Est-ce que c'est un bon moyen de financement, cette démarche participative sur les territoires ? C'est un pas parmi d'autres. Mais en fait, il faut quand même rappeler que le danger qui nous menace, il n'est pas local. Le danger qui nous menace, il est planétaire. Donc c'est la planète aujourd'hui. Sauf que, ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui on n'a pas de gouvernance globale et planétaire. Oui. Donc c'est bien par le local qu'on... Justement, j'allais y venir. On peut faire sortir des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas sur Trump que l'on peut compter pour essayer de faire changer les choses, ce n'est pas sur Bolsonaro non plus. Mais en revanche, il y a des continents qui nous regardent. Aujourd'hui, le Japon ne sait pas très bien où il habite. Si jamais l'Europe était capable de générer un sursaut et vraiment de prendre des mesures très fortes pour l'environnement et pour la sauvegarde de la planète, peut-être que le Japon suivrait. Et cela donnerait un effet d'entraînement sur le reste. Donc ça, c'est au niveau global, planétaire. Parce que
certains nous disent il nous reste 10 ans avant que les choses deviennent absolument irréversibles. Je signale quand même que Antonio Guterres, qui n'est rien d'autre que le secrétaire général de l'ONU, a dit que c'était 2 ans. Bon, donc il y a peut-être une vérité entre les deux. Ça, c'était il y a 1 an. Hein. Pardon ? Ça, c'était déjà il y a 1 an. Donc oui, ça fait... oui. Mais il n'empêche qu'on sait tous que c'est du court terme. Bon, il est trop tard, en fait. C'est ça ce que Donc, il s'agit de faire quelque chose, effectivement, à tous les niveaux. Et pour en revenir à la finance... Et au local, il y a la finance ma question, elle était sur le local. Oui, sur le local. Sur la finance participative. Et il y a même des petits pas collectifs qui peuvent être importants, comme par exemple les monnaies locales complémentaires. Alors c'est quoi une monnaie locale ? Je crois qu'ici, je sais qu'à Lyon, il y a la Lyon, gonette. il y en a une qui s'appelle la gonette. Pourquoi la gonette ? Parce que les gones, dans le patois lyonnais, ça veut dire les garçons, voilà, ou les jeunes gens en tous les cas. Donc ça s'appelle la gonette. C'est quoi une monnaie complémentaire pour que tout le monde comprenne bien ? Les monnaies complémentaires, les monnaies locales complémentaires, il y en a une bonne 50aine aujourd'hui en France, sur des territoires qui varient d'une petite ville à une région. Cela consiste à faire en sorte que les échanges d'abord soient relocalisés, que le plus possible de fournisseurs et de clients soient dans les mêmes circonférences, et que surtout, lorsque vous payez à une grande surface nationale, votre argent ensuite, où est-ce qu'il va ? Il va dans des banques et ensuite il va dans le circuit spéculatif. Alors, si j'ai bien compris... Lorsque vous payez en gonette, il n'y a aucune chance que votre argent finisse dans le circuit spéculatif. Donc j'ai 10 €, je les transforme en 10 gonettes. Oui. Ces 10 gonettes, je les utilise en local à X commerçants qui s'inscrivent dans la démarche, qui s'engagent dans la démarche sur le territoire et qui garantissent qu'ils ne spéculeront pas, que tout cet argent reste en circuit court et nourrit le territoire. C'est ça l'idée ? Oui, en gonette, on ne peut pas spéculer de toute façon. Donc on ne peut que acheter et revendre à des commerçants qui sont eux-mêmes adhérents de la gonette. Les clients ont changé des euros en gonette pour faire ça. Donc il s'agit uniquement d'un circuit local et tout à fait hors de tout circuit spéculatif. Et c'est en ceci que l'économie locale, en fait, la relocalisation globale de l'économie participe aussi à la transition écologique. Aujourd'hui, ces monnaies locales, c'est epsilon par rapport aux milliards dont vous nous avez parlé. C'est intéressant, c'est un très petit pas, un premier pas. Comment ça peut devenir un grand ? Comment on fait concrètement ? Il y a 20 ans, ça n'existait pas pratiquement, où c'était tout à fait anecdotique. Aujourd'hui, il y en a une 50aine. Il est question qu'aujourd'hui, certaines villes ou certaines métropoles même acceptent les monnaies locales pour soit payer leur propre personnel, soit accepter que l'on paye en monnaie locale les services payants locaux de ces l'achat public comme levier de développement des monnaies locales. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, la notoriété des monnaies locales complémentaires est en pleine croissance. Et le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de collectivités territoriales importantes risquent d'accepter de passer aux monnaies locales, ça devrait quand même donner un bon coup de fouet. Une réaction peut-être là-dessus ? Oui, pour moi, il y a là encore une question de changement de l'échelle. Et je pense aux offices fonciers solidaires et à la gestion du foncier plus généralement, qui doit pouvoir échapper aussi à cette forme de spéculation. Parce que on est dans un cercle vicieux tant qu'on voit le prix du foncier s'envoler dans les territoires. Ça devient la source de retraite pour les agriculteurs. Donc il faut vendre et surtout aux plus offrants. Donc les plus offrants seront les promoteurs qui vont artificialiser sous forme de centres commerciaux, lotissements ou immeubles de bureaux. Donc si on considère que le foncier devient une rente et qu'on va s'en servir pour équilibrer les comptes, c'est dangereux. On a besoin de trouver des nouveaux outils économiques qui vont sortir
ces actifs, ces sols, ces précieux, qui vont, là encore, rappelons-le avec le point précédent, seront les mamelles de notre prochain capitalisme. Hein. Si on dit qu'on veut une banque qui est une banque du carbone et de la biodiversité, il faut qu'on ait du sol pour que tout ça, ça marche. Pas du hors-sol. Non. Donc on en a besoin de ces terres et il va falloir les protéger. Et là, on peut aussi imaginer qu'on change d'échelle parce qu'on peut envisager une gestion collective de certaines parcelles de territoire qui vont dire mais ça, en fait, le foncier n'est plus à vendre. On peut, à la manière des Hollandais qui le font, ou d'une certaine manière des Anglais qui ont distingué la valeur du foncier et la valeur des bâtiments dessus, on peut dire voilà, en fait, dans l'équation de l'immobilier et de la gestion du territoire, cette partie-là, elle est gérée. C'est un commun. C'est un commun. Et ça devient un truc qu'on peut d'autant plus nourrir qu'on va avoir un raisonnement en circuit court, où on va avoir des filières d'emploi local, où on va avoir des gens qui vont s'intéresser à l'entretien de ces parcelles, qui vont ici mettre des ruches, là faire une haie plessée, là faire de l'éco-pâturage, là récupérer des éco-produits pour faire de la biomasse, pour faire du coup du gaz, parce qu'on va avoir besoin de tous ces... Et plus on multiplie les champs d'activité, plus on crée de l'emploi, plus aussi on nourrit la machine à réduire les émissions. Donc il faut qu'on puisse l'alimenter. Et j'ai vu, moi, la difficulté que la monnaie locale a prospéré à Nantes. Elle est aujourd'hui portée par le crédit municipal avec quelqu'un qui est formidable, qui est Jean-François Pilet. Il se heurte à Bercy devant des obstacles. Il y a des vrais obstacles. Donc là, on est aussi dans une question de changement d'échelle, de gouvernance, parce que comment on change d'échelle. C'est ça l'enjeu. Voilà, on devrait avoir systématisé l'idée qu'on paye la cantine des enfants, on paye une partie du fonctionnement local des territoires dans ces monnaies locales, et que en retour, peut-être qu'une partie des salaires des fonctionnaires territoriaux sont également assurés dans ces monnaies-là, qu'on peut aussi imposer une certaine proportion de paiement dans ces monnaies-là à des entreprises hors du territoire, ce qui va du coup un peu coincer aux entournures quand on est dans un système extractiviste où on tire la richesse du territoire, on fait une petite soulte et puis après on va créer de la valeur ailleurs. Là, si on est payé dans cette pour faire face à ces blocages que tu es en train d'exposer, effectivement, c'est aussi le levier de l'opinion publique, le levier peut-être médiatique et le levier scientifique, tout ça ensemble pour arriver à créer, et avec les lobbies citoyens, les ONG, c'est ensemble peut-être que les leviers peuvent sauter, non? Pour ce changement d'échelle. Je pense qu'il faut qu'on ait un point hyper important en tête qui est mal géré dans notre compréhension du sujet, c'est la variable du temps. Si on dit qu'on veut être neutre en carbone en 2050, il nous reste 373 mois et 1 jour. Si on veut avoir fait mi-parcours en 2030, il nous reste 133 mois et 1 jour. Donc ça veut dire qu'on doit penser en rétroplanning. En mars, il y a des élections. C'est le début d'un cycle de 5 mandats. 2020, 2026, 2032, 2038, 2044, poum, 2050. Donc ça veut dire que chaque mandat compte. On ne peut pas manquer l'objectif d'un des mandats, parce que ça veut dire qu'on reporte sur 4 mandats résiduels ce qu'on n'aura pas réussi à faire dans un des mandats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est critique que les programmes en ce moment en train d'être élaborés, qui seront portés par les candidats et présentés aux électeurs au vote en mars, soient les bons programmes. Il y a un pacte pour la transition qui vient d'être signé par 60 ONG la semaine dernière. J'ai eu la chance de déjeuner avec Cédric Zabot, qui est de l'Association des maires ruraux de France, qui en était un des partenaires, juste ce midi avant de démarrer ici. C'est formidable ce qui se passe là, parce qu'il faut impérativement qu'on soit très nombreux à porter à connaissance ces sujets-là dans l'élaboration des programmes. Et ça, c'est évidemment un sujet de mobilisation citoyenne diffuse. Mais on doit aller plus loin parce que repensons l'exercice démocratique. Comment est-ce qu'on construit un exercice démocratique de rétroplanning? On ne sait pas faire. Alors justement, je propose qu'on va laisser la parole après. Juste, je voudrais faire une proposition. Il nous reste 120 secondes pour tenir le rétroplanning. À nous, là. Ouais. Alors, je voudrais faire du patinage artistique. Dans le patinage artistique, on a 2 notes. Le programme fixe, le programme libre. Le programme fixe, c'est ce socle commun d'engagement pour tenir le rétroplanning. Et ça,
raisonnons en coopératif. Il faut absolument que les candidats s'unissent pour tenir ce programme fixe. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Ils ne peuvent pas être concurrents sur ce truc-là. De la résistance. On est dans un esprit de dépasser les clivages pour trouver des solutions partagées. Et c'est important d'avoir cette approche-là sur le socle fixe parce que, une fois élu, quel qu'il soit, le ou la candidat devra le gérer pour toute la population, pas simplement pour sa petite boutique. Donc il faudra qu'une mesure puisse être partagée par tous. Donc profitons de la campagne pour justement parler à monsieur Bidule, madame Machin, sa cousine, etc. Puis les gens qui ne sont pas du même bord. Donc ça, c'est hyper important. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez les applaudir, j'espère que vous avez... Merci à vous. On va vous passer la parole pendant les 15, peut-être 20 minutes que nous avons ensemble. On a 15-20 minutes, oui, tout à fait, s'il y a des questions. Voilà, Jean-Christophe va déambuler. Je vous propose de lever la main et puis des questions concises, s'il vous plaît, pour qu'on essaie de prendre le maximum d'interrogations. Oui, bonjour, simplement, c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai du mal à me projeter dans une résilience en ville parce que l'autonomie alimentaire est tellement peu développée. Est-ce que j'ai une vision vraiment noire ou, enfin, voilà, j'arrive pas à en avoir une autre. Je n'ai pas bien entendu votre question. La question, c'est la question de vivre la résilience dans les milieux urbains du fait du peu d'autonomie alimentaire. C'est pour toi donc là. Ouais, vous pouvez aller voir l'expo Tous à table qui démarre demain à la bibliothèque de la Pardieu. Elle est formidable parce qu'elle va vous apporter plein d'éléments sur cette question de l'autonomie alimentaire, sur l'histoire de l'alimentation des villes. Il y a en ouverture de l'expo la présentation de Caroline Steele qui a écrit Ville affamée, Hungry City en anglais. Et puis on suit le parcours et on comprend à quel point les villes ont été construites en fonction de leur autonomie alimentaire. Elles ont d'abord démarré auprès des fleuves parce que c'était par les fleuves qu'on avait accès à l'eau et aussi aux marchandises, zone d'échange. Ensuite, elles se sont étendues en fonction des capacités de production et des techniques d'acheminement vers les villes. Le chemin de fer a été déterminant là-dessus. On est là en ce moment dans une sorte de drogue de facilitation des échanges de longue distance qui font qu'on regarde la question de l'alimentation avec une grande légèreté. Tony Blair a dû changer sa position sur la grève des sur la guerre aussi, des livreurs de camions, quand Lord Sainsbury, à la tête du réseau de supermarchés, lui a dit: écoutez monsieur, vous êtes gentil, vous faites ce que vous voulez avec la grève, mais dans 2 jours, j'ai plus rien à vendre dans mes supermarchés. Donc on a une énorme fragilité ici, et on le voit quand il y a un volcan, 3 jours plus tard, il n'y a plus d'ananas dans les salades fraîches à Londres. Donc oui, on a... c'est vrai que c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais bon, on sent qu'il y a des choses qui sont évidentes parce qu'il y a une offre abondante ici, tout se passe bien, puis en fait, pas du tout. Et c'est là où on a besoin, je pense, d'avoir cette culture du lien ville-campagne. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et reprendre peut-être aussi ce que tu disais, il y avait les fleuves, il y avait cette logique du chemin de fer, le transport fluvial, le transport, le fret ferroviaire. Là, il y a un grand dossier sur le scandale du fret dans le numéro de Sans Transition qui sort ces jours-ci. Très bon magazine. C'est un vrai sujet, cette question-là. Des transports des marchandises, le tout routier, les cotax, on a bien vu que ça n'a pas marché. Mais du coup, si on pousse le raisonnement, demain, où allons-nous produire ? Certains parlent d'une agriculture urbaine. On va pouvoir mettre en culture certaines surfaces dans les villes. Des toits plats, il vaut mieux mettre en effet une couche de terre dessus pour avoir déjà un effet d'inertie thermique qui va protéger les habitants en dessous. Ça va absorber une partie du ruissellement parce qu'on a des épisodes de pluie de plus en plus intenses. Donc il faut mieux avoir une sorte d'éponge qui va absorber l'eau plutôt que du ruissellement et faire que derrière on se retrouve avec des inondations. Donc on a besoin du végétal dans la ville et une partie du végétal qui peut être productif. Mais les relations de surface font qu'on ne va pas pouvoir faire des céréales en ville. On va avoir besoin de terres alentour. Mais si on le fait bien et qu'on utilise les terres riches qui sont autour des villes, qui ont été historiquement amendées, nourries par l'apport de matières organiques venant des villes, et si on rétablit ce cycle, si on arrive de nouveau aujourd'hui à se dire c'est pas grave d'avoir des toilettes sèches dans les immeubles, parce que justement ça va nous permettre de récupérer l'urine et les matières fécales séparées pour les 2 usages dont on a besoin en aval pour nourrir les sols, et ne plus dépendre des engrais organophosphatés issus de matières importées du Maroc principalement et qui vont s'épuiser en 2030. Oui, là on progresse. C'est ce lien qu'il faut qu'on rétablisse. Ça
interroge nos usages. Est-ce qu'on est prêt à utiliser des toilettes sèches partout dans la ville? Aujourd'hui, ça semble un peu rigolo. Mais en même temps, quand on pose la question des toilettes sèches, qui est déjà allé ici dans un festival et s'est servi de toilettes sèches? Et voilà. Donc du coup, ça semble bizarre, mais en même temps, on est tous passés par là. Alors, peut-être que c'est aussi à nous de passer ce message pour dire que, messieurs les architectes, messieurs les maîtres d'ouvrage, messieurs les promoteurs immobiliers, et je souligne messieurs, messieurs les financeurs de ces trucs-là, entendez qu'on est prêt. Et il y a aussi une façon de communiquer cette façon d'être prêt au changement. Et là-dessus, les festivals, celui qu'on est en train de vivre est formidable. Et développons ces festivals, ces éco-festivals. Il y a des ressources formidables pour pouvoir mobiliser. Et les éco-manifestations sont des leviers pour passer des paliers. Dans ces éco-manifestations, évidemment qu'on ne va pas avoir de gobelets à usage unique qui vont finir dans la poubelle. Évidemment qu'on va servir de la bière qui aura été brassée localement et puis que ça aura posé la question pour conclure, parce qu'il faut qu'on laisse la parole à tout le monde. La résilience, c'est tout ça en même temps. Bon. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Alors, juste sur la ville, parce que l'alimentation, effectivement, ça fout un peu les jetons. Mais d'un point de vue énergétique, le modèle de la ville, il est quand même plutôt vertueux. On consomme moins quand on habite en ville que quand on habite à la campagne en termes d'énergie. Donc, tous retourner à la campagne, ce ne serait pas la bonne idée pour l'autonomie énergétique à l'échelle nationale ou même régionale. Merci pour cette réponse concise. Une autre question, s'il vous plaît. Tout à l'heure, le thème de l'éducation a failli être abordé. Est-ce que dans l'urgence climatique qui est la nôtre, on va peut-être voir une sorte d'endoctrinement écologique, j'ai envie d'appeler ça comme ça, il faut absolument faire comme ça, c'est important? Ou est-ce qu'on va citer plutôt à une permaculture humaine? On parlait de bâton de pèlerin tout à l'heure. Voilà, ma question, c'est quelle éducation va naître de tout ça, Alain, à votre avis? C'est toi qui parlais de bâton de pèlerin, peut-être tu veux répondre? Oui, en fait, la transition énergétique ne se fera que si une bonne partie de la population est consciente de ce qu'il faut faire et l'accepte. Donc l'éducation, dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, l'école secondaire, de ce que c'est que la planète, ce que c'est qu'un système écologique et ce que c'est que la transition, c'est très important. Donc effectivement, former des professeurs, former les élèves, c'est ça qui est une des conditions, une des garanties du fait que la transition puisse se faire. Alors, ce qu'on constate dans les territoires, parce que moi j'accompagne par mon métier plusieurs territoires sur leur plan climat, ce qu'on constate c'est qu'il y a une co-construction des actions des plans climat avec les habitants qui fait qu'on est obligé de démontrer que toutes les actions qu'on va mettre en œuvre sont meilleures que ce qu'elles viennent remplacer. Et c'est des exercices qui ne sont pas simples et qui posent 1 milliard de questions et qui posent des questions sur des sujets pour lesquels on ne s'est jamais posé la question avant. Par exemple, quand on fait un projet éolien, alors on va trouver tous les inconvénients possibles et imaginables pour dire qu'il ne faut pas faire l'éolien, et à aucun moment on va mettre ça en perspective avec le bénéfice de l'éolienne, donc dans les débats publics. Et donc on est condamné à être parfait dans la transition énergétique, parce que c'est ce que demande le citoyen aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est pas simple, et on y arrive quand même, mais par contre ça va pas très vite. Et c'est vrai qu'on remplace un système, si on parle de l'énergie qui est le sujet que je connais, on remplace un système énergétique qui lui n'a rien demandé à personne. Et je vais illustrer ça sur le lobby. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans un groupe de travail qui travaillait sur l'injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel national. On nous a demandé, je dis nous parce qu'on était plusieurs ONG, on nous a demandé de prouver que quand M. Dupont, Mme Dupont allumait sa gazinière et que c'était du biométhane plutôt que du méthane classique, il n'y avait pas de risque sanitaire. Donc l'agence de sûreté sanitaire a fait une étude, ça a pris des années, ça nous a mis un retard pas possible. Et quand dans le groupe de travail, on a vu les résultats qui sont arrivés, l'agence de sûreté sanitaire a dit, en fait, on ne voit pas trop de problèmes et on ne sait pas conclure si c'est plus ou moins nocif que le gaz naturel classique. Et là, il y a quelqu'un qui benoîtement a demandé autour de la table, et qu'en est-il pour le gaz naturel? Et là, ils ont dit, en fait, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais fait l'étude. Donc on a alimenté des millions de foyers en gaz naturel sans jamais se poser la question du danger éventuel pour la santé des ménages qui allaient consommer ce gaz naturel. Le jour où ça devient du gaz renouvelable, on se dit « Ouh là là là, mais attention, c'est peut-être dangereux ». Sur l'éducation, je pense qu'il y a un truc qui est formidable en train de se passer. Je vous encourage à suivre le processus qui a été adopté par la Convention citoyenne pour le climat. Parce que là, on a un bon exemple.
150 personnes tirées au sort, représentatives de l'état de maturité du pays, faible, et qui se sont dit, bon ben voilà, moi j'ai été tiré au sort et j'ai pour mission de prendre des décisions potentielles avec un référendum, des lois derrière. Donc forcément une question d'éducation. Et on ne leur donne pas un temps infini. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un premier week-end de présentation des enjeux scientifiques avec des interventions de Valérie Masson-Delmotte et autres qui ont présenté ça. Deuxième week-end où ils sont rentrés en détail sur certaines problématiques, des points de blocage, pourquoi ça ne marche pas, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir du glyphosate, etc. Ça fait aussi partie de l'éducation, comprendre les blocages, etc. etc. Je suis intervenu là, avec la fresque de la Renaissance écologique là-bas lors du 3e week-end, quand on était dans le démarrage de l'élaboration des solutions. Mais je vous encourage chacun à faire passer le message. Il y a une ressource prodigieuse qui a été mobilisée d'excellent niveau au service d'un public novice, avec une démarche de montée en compétences. Et servons-nous de ce qui a été fait pour les 150 citoyens et diffusons-le à grande échelle. Et ensuite, pour la question de l'éducation, on a plusieurs ramifications qui me semblent importantes de garder à l'esprit. D'une part... Brièvement quand même. D'une part, se dire que ce n'est pas seulement une question pour les plus jeunes, parce que si on fait ça, on est hors délai, parce que les plus jeunes, avant qu'ils aient les manettes, c'est dans 30 ans, donc c'est fini. Donc ça veut dire qu'on doit à la fois réussir ça pour éviter que les générations qui arrivent fassent les mêmes bêtises que nous, et d'autre part, agir sur la formation continue des gens qui sont aux manettes. Et là, on a des questions de qualification. Est-ce que vous pouvez continuer à opérer ou pas? Il y a des gens qui ont bien des certificats professionnels à qui on dit vous êtes apte ou pas. À un moment donné, on devra valider la capacité de certains banquiers à être banquiers. Si vous ne connaissez pas les sujets, vous ne pouvez pas avoir votre licence de banquier. Et même quand on le connaît, c'est pas sûr qu'on le fasse toujours bien. Une autre question. Madame? Mesdames? Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question. Ça ne concerne pas la France ou l'Europe, ça concerne le Canada. Je voulais avoir votre avis par rapport à la question précédente concernant l'éducation des enfants. Parce qu'au Canada, que ce soit en ville, je prends Montréal, qui est donc une grande ville, vous avez du tri d'office pour le compost, pour le plastique, enfin pour tout ce que vous voulez. Les enfants sont éduqués de cette façon et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus par rapport au Québec, donc. Une réaction, Alain ? Oui, je sais qu'au Québec, là, il y a des choses qui bougent, mais je voulais simplement apporter comme complément par rapport à l'éducation. On dit l'éducation, c'est bien joli, mais il n'y a pas de sous à l'éducation nationale. Donc, comment former des professeurs, comment embaucher des professeurs pour former à la transition écologique? Je signale quand même que dans les 100 milliards proposés par le pacte finance-climat, il y en a 10 qui sont consacrés, d'une part, à la recherche et au développement aux énergies alternatives et d'autre part, pour moitié, à l'éducation. Donc il y a les ressources qu'il faut, si on veut, pour mettre en marche un programme important, massif d'éducation de la jeunesse. Donc c'est un point important. Ouais, sur le Québec, peut-être. Je ne connais pas le Québec ou le Canada en général, mais ce que vous dites me fait penser à la Scandinavie, au Danemark, en Allemagne aussi dans une moindre mesure. Oui, il y a des exemples à prendre partout, mais on a aussi des bons exemples en France sur d'autres sujets. Ouais. Il y a la maison à l'éducation pour l'alimentation durable à Mont-Sartoux qui est formidable, parce que là on peut aussi montrer une façon de créer une économie pour ça. À Mont-Sartoux, ils ont pris la décision de faire la cantine non bio. Au bout d'un an, ils ont fait un bilan. Ils ont dit « Ah zut, on importe nos haricots du Kenya, etc. Ça ne va pas. » Donc, la mairie a investi sur des terres maraîchères avec ses propres cantonniers maraîchers, des employés municipaux qui produisent les aliments pour les écoles. Mais ils ne font pas que ça. Ils accueillent aussi sur place des visites de classe qui viennent voir comment poussent les choses, mais qui en profitent pour apprendre des mathématiques, comment on fait un carré de potager. Les surfaces, des périmètres, ça se calcule aussi in situ. Et ce faisant, en mettant la main à la pâte, il y a une diversité de débouchés qui naissent dans la tête des enfants. C'est bien aussi de valoriser les parcours de production, dire que c'est noble de savoir bien bêcher et pas simplement faire du code. On en bouffe du code, mais c'est pas ça qui nous fait bouffer. Et donc, on va avoir besoin de créer ces vocations. Et en plus, derrière l'économie, c'est que les gamins connaissent les panais parce qu'ils les ont eu pousser. Quand on leur sert, ils ont envie de goûter et non pas le réflexe de rejeter quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
pas. Ce qui fait qu'il y a moins de déchets. Comme il y a moins de déchets, le budget total d'approvisionnement, il peut être alloué à la qualité des produits, et non pas à une faible qualité pour une plus grande quantité dont on perd la moitié ou un tiers. Donc cette question d'éducation, elle prouve son efficacité de manière très très rapide quand on suit ce modèle. Si vous avez en tête des partenaires avec lesquels développer cette idée, Gilles Perrol, l'adjoint au maire de Mouansartou, cherche des partenaires pour répliquer l'exemple des maisons à l'éducation pour une alimentation durable à l'échelle nationale. C'est un formidable exemple, il faut le faire partout, ça. Et même européenne, puisque je sais qu'ils ont obtenu des appels à projets. Une dernière question pour terminer s'il vous plaît. Nos échanges. Qu'est-ce que vous pensez du système Tesla? Parce que j'ai entendu le docteur Elmiger dans une vidéo qui parlait de ce système où chacun aurait pu avoir ça chez soi pour se chauffer sans avoir besoin de centrales nucléaires. Je crois que c'est pour toi, Emmanuel. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi on parle? Alors Tesla, c'est le fabricant de voitures de luxe électriques et il a un module batterie qu'on mettrait dans son garage et qui gérerait l'énergie de façon intelligente, etc., avec du stockage. Qui gérerait? On n'est pas sûr qu'il soit capable? Alors moi je suis sûr que techniquement ça marche. Moi, là j'ai aucun souci là-dessus. Maintenant, est-ce que ce sont des millions de systèmes individuels qui vont résoudre le problème? J'y crois pas. La difficulté qu'on a sur la transition énergétique, c'est qu'on passe d'un modèle extrêmement centralisé, et là celui de la France est le système le plus centralisé qu'on peut imaginer sur l'énergie, et pas que d'ailleurs, mais bon, c'est pour l'énergie. Et donc on se dit, voilà, ça fait aussi écho à la question de l'autonomie, c'est, mais comment je pourrais être autonome tout seul chez moi? Mais le autonome tout seul chez moi, il n'est absolument pas optimum d'un point de vue énergétique. D'un point de vue énergétique, on est sur une échelle locale, régionale, voire nationale sur certains sujets. Et c'est ces différents échelons qui vont jouer entre eux. Le stockage, la batterie, y a du lithium, il y a des matériaux qui ne sont pas à profusion sur Terre. Donc on en aura besoin, mais il faut les utiliser une fois qu'on aura fait la sobriété et l'efficacité. C'est ensuite seulement que ça va venir dans un deuxième temps. On n'en a pas besoin tout de suite. Donc il y a beaucoup de communication sur le sujet du stockage aujourd'hui, mais la priorité, c'est la sobriété et l'efficacité et les énergies renouvelables. Voilà, le stockage, dans 20 ans, peut-être qu'on en aura besoin, mais on a déjà Enfin, voilà. Une réaction? Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous parlez d'un système Tesla et on peut lire le terme avec deux acceptions. La version moderne, version marque Tesla, la version ancienne, version Nikola Tesla, qui est l'inventeur qui a donné son nom à la marque Tesla, parce que Elon Musk a dit ce type-là était un génie, et il se prend lui-même pour un génie, il a voulu s'approprier le génie de Tesla. Mais le génie de Tesla, il était sobre aussi en matériaux et en sophistication et en complexité. Je vous encourage à vous procurer l'ouvrage qui s'appelle Rétrofutur, écrit par Cédric Carl de l'Atelier 21, qui a fait ce travail d'archiviste, d'aller à la recherche des vieux brevets qui sont aujourd'hui dans le domaine public, de gens qui ont inventé des tas de trucs. Et on voit que la voiture électrique, c'était la jamais contente, ça a plus de 100 ans, etc., etc. Donc il y a plein de solutions qui font partie d'une forme de système Tesla tel que vous pouvez l'évoquer là, mais c'est pas du tout le même. C'est pas le même système très sophistiqué tel qu'il est vendu par la société Tesla. C'est plutôt un appel à aller piocher de l'intelligence dans les vieux systèmes qui aujourd'hui peuvent évoluer. Un exemple, je pense qu'on n'a pas abordé, mais on aurait pu, je pense, c'est les tripalium et les éoliennes pigotes. Ça fait partie des petits objets qui sont faciles à produire avec des ressources locales. C'est ce qu'on appelle les low-tech. Les low-tech. Mais on peut avoir de la tech sophistiquée, mais simple. Et donc cette simplicité, cette sobriété de matériaux et cette descente de la complexité est hyper importante. Si on se retrouve avec des écrans, avec des cristaux liquides et puis des systèmes raccordés à Internet pour le moindre élément de ce système, le jour où il y a un hacker ou une panne de ce réseau-là, on ne peut plus rentrer chez soi, etc. Il y a une vidéo assez rigolote où on voit un mec qui a un système Tesla formidable chez lui, et puis il va chez le dentiste, et puis il revient, et puis c'est un système à contrôle vocal. Il revient chez lui, et puis il se fait arracher une dent. Un dehors. Eh ben non, ça marche pas. Merci. Merci à tous les trois. Alors pour en savoir plus, je vous invite à retrouver le livre de Julien Dossier à la librairie. Merci aussi
Négawatt, qui a son manifeste, le pacte finance-climat aussi avec Jean Jouzel, la route du Roux, on l'a dit, changeons d'énergie, évidemment le magazine Sans Transition, je l'ai dit tout à l'heure. On a filmé les échanges d'aujourd'hui, vous les retrouverez sur notre site internet, santransitionmagazine.info, et puis donc Actes Sud qui est partenaire avec nous aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses.